Radio Pays. 2 semaines après la rentrée scolaire ici en Guyane, quel bilan a tiré pour l'académie de manière globale et quel regard porte le nouveau recteur sur les nombreux défis du territoire concernant l'enseignement? La Guyane, qui est une des plus petites académies françaises en nombre d'élèves, 89 000 à peu près cette année en 2022, mais avec, on le sait bien, un effectif scolaire en forte croissance année après année et de nombreuses difficultés tant pour la communauté éducative que pour le parcours scolaire des élèves. Philippe Dulbecco, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire un premier bilan, on va dire, de vos premiers pas à la tête du rectorat. Vous êtes le nouveau recteur de l'académie depuis le mois de juillet. On va commencer en rentrant directement dans le vif du sujet avec cette actualité. Vous avez peut-être écouté le journal de 7 heures. On a entendu le syndicat SE-UNSA prendre la parole pour dénoncer la situation actuelle à l'école de Camopi où les enseignants n'ont pas de logement depuis plusieurs semaines. Si je commence cette interview avec ce sujet-là, Philippe Dulbecco, c'est parce que vous-même, vous aviez décidé symboliquement de vous rendre à Camopi pour la rentrée scolaire. Je vais citer Emmanuel Octavie du SE-UNSA qui résumait les choses en disant: il y a une école à 2 vitesses en Guyane, il y a celle du littoral et il y a celle des communes de l'intérieur. Qu'est-ce que vous répondez à la fois sur la situation bien précise de Camopi, mais de manière plus générale sur la qualité de l'enseignement dans toutes les communes de l'intérieur en Guyane? Alors sur Camopi, puisque c'est le sujet, sur le Camopi, les prises de position, je les comprends et je les partage. Alors non seulement je les partage, mais puisqu'on se dit tout, puisque nous sommes entre nous, c'est un sujet sur lequel je travaille, vous l'avez rappelé, depuis en réalité la rentrée scolaire. Camopi, je persiste à dire que c'est une situation qui se passe plutôt bien, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer ce que nous allons faire pour résoudre le problème. Ça se passe bien parce que, alors qu'on nous disait depuis des années que sur les fleuves, tout était compliqué, que les enseignants étaient au rabais, c'est la première rentrée où sur les 17 enseignants à Camopi, 14 sont des titulaires. Ça veut dire que nous avons réussi à mobiliser sur un village isolé, sur les villages isolés, des professionnels de l'éducation. Et ça doit être un encouragement fort. Alors je me suis rendu à Camopi et je me suis rendu avec ces 5 jeunes enseignantes, toutes titulaires, qui prenaient leur premier poste. Et la situation sur Camopi est celle que décrit nos collègues de l'UNSA, une situation dans laquelle on n'est pas en mesure aujourd'hui de loger la totalité des enseignants. Bon, j'ai vu les conditions dans lesquelles elles logeaient, et je leur ai dit que ces conditions étaient inacceptables. Après, comme vous le savez, monsieur, c'est pas dans les prérogatives du recteur de construire du logement pour les enseignants. Donc je rentre dans une chaîne où je dois travailler avec les partenaires. Alors je vous passe toutes les étapes, parce que ça fait effectivement 15 jours que nous sommes mobilisés sur ce sujet. La solution qui se dessine, j'ai eu monsieur le maire encore tard hier soir. Et si je le dis, c'est que, à votre radio, c'est que la solution est quasiment maintenant arrêtée. Monsieur le maire s'engage à réaliser des travaux de rénovation de 2 logements en priorité absolue. Mais vous voyez, quand il dit ça, vous connaissez Camopi. Camopi, il faut amener les matériaux, il faut les entreprises, etc. Ça veut dire que ça peut prendre un peu de temps. 3 semaines, 1 mois au maximum. Pendant ce temps, on va proposer aux enseignantes de les loger à un endroit où j'ai moi-même logé, le camp Mokata, à peu près à 7-10 minutes de pirogue de Camopi. On a contacté le gérant qui maintenant est d'accord pour les accueillir, qui maintenant est d'accord pour leur mettre à disposition un local pour qu'elles puissent tout simplement se faire à manger. Et nous allons, avec monsieur le maire et l'éducation nationale, nous assurer que tout ceci se fera dans des bonnes conditions logistiques et économique, en d'autres termes. Monsieur Dulbecco, je me permets de vous couper, c'est vrai, le rectorat n'est pas un bailleur, c'est ce que vous venez de nous expliquer, mais je vais faire un parallèle par exemple avec ce qu'on constate aujourd'hui dans le monde de la santé. La Guyane est un désert médical et on voit bien en ce moment qu'avec le projet de CHRU, il y a d'importants moyens qui sont mis sur la table avec des réflexions, notamment pour que la Guyane soit plus attractive, que on propose des logements par exemple aux médecins pour qu'ils aillent s'installer dans les communes de l'intérieur. C'est impossible de penser à la même chose concernant l'éducation nationale. C'est exactement ce que nous essayons de faire, par exemple sur Camopi. Voilà, l'idée ce serait demain, mais ça va prendre un peu de temps, d'avoir un internat à Camopi.
Parce que comme vous le savez, il y a un collège, il y a un lycée, et puis il y a les villages de Trois-Sauts qui aujourd'hui, vous savez que les élèves sont obligés d'aller à Saint-Georges, alors qu'il y a un collège à Camopi. Donc l'idée, c'est d'avoir un internat avec des logements enseignants. Donc oui, effectivement, des solutions de moyen terme existent, mais là, tout de suite, c'est paré à l'urgence. Et dès la semaine prochaine, nous serons en mesure de proposer vraiment une solution acceptable, intéressante à ces cinq jeunes enseignantes. Là, on a parlé de Camopi, sur la situation, on va dire, plus générale des communes de l'intérieur. On a aussi entendu ce qui se passait à Grand-Santi, on a entendu ce qui se passait également à Trois-Sauts ou encore à Maripasoula. Est-ce que vous êtes nouveau à la tête du rectorat, mais est-ce que c'est une priorité, on va dire, que vous vous fixez, que les infrastructures soient véritablement efficientes pour la communauté éducative dans ces communes? Le bien-être de l'élève et le bien-être de l'enseignant, ça va de pair. Donc on ne peut pas à la fois travailler sur le climat scolaire au profit des élèves. Sans penser aux enseignants. Sans penser aux enseignants. Pour tout vous dire aussi, j'ai une mission en urgence sur le Haut-Maroni, la semaine prochaine ou celle d'après, de manière à, comme nous l'avons fait à Camopi, identifier les problèmes et voir ce que chacun, avec les prérogatives qui sont les siennes, peut apporter. Alors, autre sujet, Philippe Dulbecco, et je vais vous poser la question sans détour, y a-t-il une liste noire au sein de l'Académie de Guyane concernant les recrutements? Bon, vous le savez parce que vous lisez nos communiqués de presse. Il n'y a pas de liste noire dans l'Académie de Guyane. 1. 2, plus important, peut-être, il n'y a pas de politique de discrimination au détriment des jeunes Guyanais. Oui, parce qu'on va rappeler cette affaire, hein. C'était un jeune professeur contractuel à Kourou qui s'était vu refuser son affectation. Entre-temps d'ailleurs, il a obtenu son poste, mais on a entendu ce mot de liste noire. Le mot liste noire a même été cité dans un mail d'un inspecteur. Tout à fait. Donc 1, il n'y a pas de liste noire à l'échelle du rectorat. Il n'y a pas de liste noire. 2, il n'y a pas de politique de discrimination. Ça, c'est très important. C'est une manière très simple de le voir. J'ai demandé à ce que sur tous les contrats de l'année dernière, on me donne quel était le département de naissance. D'accord. Voilà, ça dit des choses. 200, Guyane. 30, 40, Guadeloupe, Martinique. 10, Paris. 8, Bordeaux. Bon. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de discrimination, ça veut dire qu'on ne favorise pas des enseignants de l'Hexagone par rapport à des enseignants guyanais. Ça veut dire qu'on ne favorise pas les enseignants. Et je vais même plus loin. Ce serait une folie. Nous avons intérêt à mobiliser les compétences de la jeunesse sur place. Quel serait l'intérêt de recourir à un enseignant contractuel qui n'a jamais mis les pieds en Guyane, qui ne connaît pas les clés? Parce que l'enseignement dans les villages isolés, c'est pas la même chose que l'enseignement à Saint-Laurent, c'est pas la même chose que l'enseignement à Saint-Georges. Et vous savez très bien qu'il y a des clés d'approche des élèves, et ces clés, il vaut mieux connaître le territoire guyanais. Je poursuis quand même. Il n'y a pas de politique de discrimination en défaveur des enseignants guyanais. Troisième point, je tiens à le rappeler, on n'a pas attendu le déchaînement médiatique pour recruter cette personne. Je l'ai recruté avant qu'il y ait une médiatisation de cette affaire. Je l'ai reçu dans mon bureau le jour où il est passé chez vous. Il a convenu, je lui ai mis le mail sous les yeux, qu'effectivement, nous lui avions envoyé un mail lui disant « Monsieur, vous êtes attendu à tel endroit ». Je ne sais pas pourquoi le mail n'est jamais arrivé, mais je tiens à dire que nous n'avons pas été en réaction. Nous l'avions... et puis, dernier élément, je l'ai dit et je le redis, je ne sous-estime pas l'utilisation de ce vocable de liste noire, qui est pour moi un vocable totalement inapproprié, inacceptable, je le dis inacceptable, dans des échanges professionnels entre deux inspecteurs. Donc j'ai ouvert une enquête interne et je poursuivrai cette enquête jusqu'à ses conclusions. Mais alors pourquoi une enquête si vous dites qu'il n'y a rien? Uniquement pour se concentrer sur cette affaire-là? Sur cet échange de mails, uniquement, qui est inapproprié. Totalement inapproprié. Est-ce que quelque part, Philippe Dulbecco, cette affaire, elle ne révèle pas en partie, pas que, mais en partie, la détérioration du dialogue social entre vos services et la communauté éducative de manière générale? L'ensemble des syndicats a alerté Philippe Dulbecco depuis ces dernières années sur l'absence de communication, sur des courriers qui restent sans réponse, sur un manque de directives claires. Vous êtes nouveau, je l'ai dit, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes conscient quand même du climat particulier dans lequel vous arrivez? Oui, je sais lire les signaux, les signaux faibles comme les signaux forts. Donc, et je ne vais pas ici commenter une période que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Moi, je sais ce que je veux faire, en tout cas. Ce que je veux faire, mais ça, on peut le résumer en une phrase. On ne déploie pas des politiques éducatives
sur un territoire aussi complexe, parce que tout à l'heure vous avez commencé à aborder la complexité de ce territoire, en réalité il n'y a pas une Guyane, il y a 5 Guyanes du point de vue de l'éducation. On ne déploie pas des politiques éducatives si on ne le fait pas avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Les acteurs, une partie c'est le rectorat, les enseignants, une partie significative, les parties prenantes, c'est les fédérations de parents d'élèves, c'est les organisations syndicales, c'est les maires, c'est la collectivité territoriale guyanaise, donc voilà. Mais ça se traduit concrètement comment, Philippe Dulbecco, cette nouvelle méthode que vous avez envie d'instaurer? Concrètement, mais je ne vais pas vous trahir des secrets, concrètement ça veut dire qu'avec le président de la collectivité territoriale guyanaise, nous avons décidé de nous voir pour prioriser les dossiers ensemble de manière ensuite à ce que nos administrations les déploient. Concrètement, ça veut dire que j'ai rencontré tous les maires une fois, mais que je les revois régulièrement de manière à voir avec eux comment améliorer les dispositifs éducatifs sur leur commune. Concrètement, ça veut dire qu'avec les organisations syndicales, je les invite à rentrer dans une démarche de progrès ensemble, définir des objectifs communs, des objectifs consensuels de manière à les mettre en œuvre ensemble. Concrètement, je vais trahir un secret, puisqu'hier j'ai eu une réunion de direction au rectorat. Le rectorat est au service du terrain. Le ministère est au service du rectorat, le rectorat est au service du terrain. Philippe Dulbecco, un mot sur ce qu'on appelle le climat scolaire, autrement dit. L'insécurité, ça n'est pas une problématique spécifique à l'éducation nationale. Vaste question sociétale, on compte plus l'an dernier, surtout les nombreuses agressions d'élèves ou d'enseignants au sein même ou aux abords des établissements scolaires. Est-ce qu'il y a des choses très concrètes que vous allez proposer sur cette question-là, Philippe Dulbecco? Oui, et nous les proposerons vendredi prochain lors des assises de la sécurité, organisées par le président de la CTG, vous le savez, et par monsieur le préfet. Nous le ferons parce que, comme vous, je considère qu'il y a des mesures évidemment structurelles de long terme. Si la société allait bien, si l'éducation était au top, il y aurait sans doute moins de violence. Une fois qu'on a dit ça, on est confronté aujourd'hui à une vague, me dit-on, sans précédent. Et donc la question qui se pose, c'est comment endiguer. Parce que je crois, moi, qu'à partir du moment où on franchit des seuils, on ne revient jamais en arrière. Ça, c'est pour le constat, pour les propositions. Même si vous nous avez dit que ce sera annoncé lors des assises, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes? Écoutez, il y a un certain nombre de propositions qui vont tenir à des mesures de confinement des établissements. Confinement des établissements? De protection des établissements. Ça marche partout ailleurs. Mais c'est pas moi qui vais les décider. Vous voyez, les assises, c'est fait pour les mettre sur la table. Il y a des propositions qui vont consister sans doute à avoir un accompagnement avec un maillage plus fin des élèves, CPE, assistantes sociales. Il y a des propositions qui vont toucher au périscolaire. Il n'y a rien de pire que des élèves qui sont inoccupés pendant de longues périodes de temps. Donc voilà, toutes ces mesures sont sous la table. Pourquoi je ne vous les donne pas? Parce que nous avions commencé, avant même l'occurrence des assises, nous avions commencé un travail, nous, au niveau du rectorat, bassin par bassin. Nous avions commencé à Saint-Laurent-du-Maroni. Sur ces questions d'insécurité? Il y a à peu près 3 semaines. Ce soir, j'ai une nouvelle réunion. À la fin de cette semaine, j'ai une nouvelle réunion. Il y aura aussi le panel des invités des assises. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui, franchement, vous voyez, ce serait l'inverse de la méthode que je préconise. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que moi je prétends être les bonnes mesures. On est là pour écouter, entendre, voir ce qui se fait de bien. Hier encore, j'étais à Saint-Laurent dans un collège, lycée. Il y a des expériences formidables qui se font. Donc il s'agit de s'inspirer de ce qui se fait de mieux pour éventuellement le généraliser. Mon job à moi, ce sera d'aller chercher les moyens, éducation nationale, pour pouvoir les mettre en œuvre. Philippe Dulbecco, l'idée de vous recevoir ce matin, c'est aussi de faire un premier bilan, on va dire, sur cette rentrée scolaire qui, c'est ce que vous me disiez, n'est toujours pas terminée. Combien d'élèves non scolarisés, combien d'élèves non affectés ce mercredi 21 septembre? Excellente question. Combien d'élèves non scolarisés? Je n'en sais rien. Vous voyez, on me dit 10 000. Non scolarisés, 10 000. Oui, 10 000. On me dit 7 000. On me dit 5 000. Selon les interlocuteurs, le chiffre varie. Et depuis que je suis là, j'essaie de connaître ce chiffre. Je ne le connais pas et je n'ai aucun moyen de le connaître. Donc depuis avant-hier, nous avons décidé, avec le directeur de l'INSEE, d'engager un travail là, tout de suite. On se laisse 2 mois, 3 mois, pour avoir au plus tard, au début de l'année 2023, un chiffre à peu près précis, des non scolarisés. C'est un travail un peu long, parce qu'il faut apparier différentes bases de données, le recensement, les données du rectorat, et puis on doit travailler avec chacune des communes
de manière à ce que l'on évalue le nombre d'élèves sur liste d'attente et que l'on voit en quoi ce nombre d'élèves sur liste d'attente reflète une réalité qui peut être généralisable. Donc c'est un travail intéressant. Même son de cloche pour les élèves non affectés. Vous aviez déclaré au début du mois de septembre qu'à la fin du mois de septembre, les élèves de seconde, aucun élève de seconde ne serait non affecté. C'est le cas aujourd'hui? Alors, on n'est pas à la fin du mois. Oui. Non, mais c'est quasiment. Non, c'est très important ce que je vous dis, parce que chaque jour on trouve des solutions. Chaque jour on trouve des solutions. Il y a 2 jours, on a ouvert une nouvelle section de seconde. À chaque fois qu'on peut ouvrir des classes, voilà, que les locaux nous permettent de le faire, on le fait. Aujourd'hui, tous les élèves ne sont pas affectés, je vous le dis. Il reste encore un nombre trop important d'élèves non affectés. Je veux me laisser encore le temps de mettre en place les solutions de manière à converger vers un chiffre qui soit le plus faible possible et si possible vers 0. Philippe Dubléco, il y a des nouveaux postes qui ont été créés cette année, il y a un nouveau lycée qui a ouvert ses portes, le lycée du Larivot. Il n'est pas question de dire rien n'est fait, mais dès qu'on parle d'éducation, que ce soit avec les élus, les enseignants, les parents d'élèves, le constat à chaque fois c'est le même, ça ne va pas assez vite, les avancées qui sont faites ne sont pas à la hauteur des besoins toujours croissants et on se retrouve encore aujourd'hui avec des taux de remplissage des établissements scolaires de 140, 150, 160% parfois dans certains établissements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça fait partie de l'équation de la Guyane. Et donc, voilà. C'est une évidence. Donc la question, c'est, au regard de ce constat, qui est peut-être encore plus complexe que celui que vous indiquez, parce que non seulement il y a une croissance démographique importante, très importante, mais en plus, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué, il y a une diversité de situations absolument incroyable. Quand vous amenez un collège une maternelle, une classe élémentaire à Camopi, c'est pas la même chose que d'amener un collège, une classe élémentaire et une classe maternelle sur la presqu'île de Cayenne. C'est pas les mêmes contraintes. Je dis pas qu'il n'y en a pas sur Cayenne, c'en est d'autres. Donc on doit tenir compte de cette diversité et on doit petit à petit, dossier par dossier, sujet par sujet, essayer de faire avancer la question. Je sais que tout le monde est mobilisé. Regardez, vous parlez des locaux. Moi je suis assez rassuré de mes échanges avec le président Gabriel Serville. Je suis assez rassuré parce que je me dis que cette rentrée scolaire est peut-être la dernière rentrée scolaire la plus difficile qu'on ait eu à connaître, puisque il suffit de se déplacer, les chantiers sont là, les bâtiments sont en train de sortir, et on peut se dire que raisonnablement, la rentrée scolaire, la prochaine, 2023, se réalisera dans un contexte beaucoup plus favorable. Beaucoup plus favorable, sans compter les 10 000 enfants non scolarisés, Philippe Dubléco. Vous avez un chiffre, vous voyez, on se revoit et on discutera de ce chiffre. Dernière question, il nous reste peu de temps. Vous avez appelé et vous venez d'en parler à des solutions adaptées au territoire. Je vous apprends rien, l'éducation en Guyane, c'est pas la même chose que l'éducation dans l'Hexagone, les élèves étrangers, les familles qui ne parlent pas français, les élèves en situation de handicap, les difficultés en termes de transport pour se rendre à l'école, et je ne parle même pas du manque structurel d'enseignants titulaires. Vous êtes recteur, Philippe Dubléco, donc un exécutant du ministère de l'Éducation nationale, mais est-ce que vous avez l'oreille attentive du ministère de l'Éducation nationale concernant ces demandes spécifiques, les besoins spécifiques de la Guyane? Oui. La réponse est oui. J'avais l'oreille avant d'accepter ce poste. J'ai eu une longue conversation avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui connaît assez finement la situation guyanaise. J'ai l'oreille du ministre des Outre-mer. Je me suis entretenu de la question de l'éducation. J'ai l'oreille du directeur de cabinet. J'étais avec lui la semaine dernière pour parler moyens pour l'éducation en Guyane. Non, je pense vraiment, je vous le dis, la situation guyanaise est connue, identifiée. Et à partir du moment où nous proposerions ensemble des solutions crédibles, nous serons accompagnés. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois, et c'est ce dont on se rend compte, pas que sur la question de l'éducation, un problème de la part de l'État à reconnaître que les choses ne sont pas faites sur ces questions éducatives? Est-ce que vous avez l'impression que l'État reconnaît, oui, on ne met pas assez de moyens sur la table pour faire en sorte que les problèmes soient enfin résolus? Mais c'est pas un problème de moyens. C'est pas un problème de moyens. Regardez, si on veut parler du corps enseignant, le ministre, comme moi, serions évidemment très intéressés à ce que le nombre de titulaires en Guyane soit plus élevé. Mais si le nombre de titulaires en Guyane n'est pas plus élevé, c'est pas parce qu'on ne met pas des moyens de titulaires, c'est parce que les moyens de titulaires ne trouvent pas preneurs. Et comme les moyens de titulaires ne trouvent pas preneurs, nous recourons à des contractuels. Et je m'empresse de dire que j'ai grand respect pour le travail des contractuels.
grand respect. Dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a été contractuel de l'éducation nationale pendant toute sa carrière et c'était un choix. Mais souvent, c'est vu comme un choix par défaut. Hein, vous-même, vous en faites souvent le commentaire en disant il y a les titulaires, les contractuels. Bon, donc vous voyez que c'est pas une question de moyens, parce qu'on peut mettre les moyens. On a, en Guyane, pardon de vous le dire, hein, il me semble, un problème de RH et d'attractivité. Mon travail à moi, c'est de rendre... Notre travail, c'est de rendre cette académie plus attractive. Radio Pays.